Orientons-nous, dit-il. L'étoile polaire, qui fait honnêtement son métier d'indiquer la route du nord à tout le monde, voudra bien me venir en aide. Il reconnut avec satisfaction que le courant le portait vers la rive septentrionale du Tchad, et il le laissa faire. Vers 2 heures du matin, il prenait pied sur un promontoire couvert de roseaux épineux qui parurent fort importuns, même à un philosophe. Mais un arbre poussait là, tout exprès pour lui offrir un lit dans ses branches. Joe y grimpa, pour plus de sûreté, et attendit là, sans trop dormir, les premiers rayons du jour. Le matin venu, avec cette rapidité particulière aux régions équatoriales, Joe jeta un coup d'œil sur l'arbre qui l'avait abrité pendant la nuit. Un spectacle assez inattendu le terrifia. Les branches de cet arbre étaient littéralement couvertes de serpents et de caméléons. Le feuillage disparaissait sous leurs entrelacements. On eût dit un arbre d'une nouvelle espèce qui produisait des reptiles. Sous les premiers rayons du soleil, tout cela rampait et se tordait. Joe éprouva un vif sentiment de terreur mêlé de dégoût, et s'élança à terre au milieu des sifflements de la bande. Voilà une chose qu'on ne voudra jamais croire, dit-il. Il ne savait pas que les dernières lettres du docteur Vogel avaient fait connaître cette singularité des rives du Tchad, où les reptiles sont plus nombreux qu'en aucun pays du monde. Après ce qu'il venait de voir, Joe résolut d'être plus circonspect à l'avenir, et s'orientant vers le soleil, il se mit en marche en se dirigeant vers le nord-est. Il évitait avec le plus grand soin cabanes, cases, huttes, tanières, en un mot tout ce qui peut servir de réceptacle à la race humaine. Que de fois ses regards se portèrent en l'air. Il espérait apercevoir le Victoria, et bien qu'il l'eût vainement cherché pendant toute cette journée de marche, cela ne diminua pas sa confiance en son maître. Il lui fallait une grande énergie de caractère pour prendre si philosophiquement sa situation. La faim se joignait à la fatigue, car à le nourrir de racines, de moelles d'arbustes tels que le mélé, ou des fruits du palmier, doum, on ne refait pas un homme. Et cependant, suivant son estime, il s'avança d'une trentaine de milles vers l'ouest. Son corps portait en 20 endroits les traces des milliers d'épines dont les roseaux du lac, les acacias et les mimosas sont hérissés, et ses pieds ensanglantés rendaient sa marche extrêmement douloureuse. Mais enfin, il put réagir contre ses souffrances et, le soir venu, il résolut de passer la nuit sur les rives du Tchad. Là, il eut à subir les atroces piqûres de myriades d'insectes. Mouches, moustiques, fourmis longues d'un demi-pouce y couvrent littéralement la terre. Au bout de 2 heures, il ne restait pas à Joe un lambeau du peu de vêtements qui le couvraient. Les insectes avaient tout dévoré. Ce fut une nuit terrible qui ne donna pas une heure de sommeil aux voyageurs fatigués. Pendant ce temps, les sangliers, les buffles sauvages, l'adjoub, sorte de lamentins assez dangereux, faisaient rage dans les buissons et sous les eaux du lac. Le concert des bêtes féroces retentissait au milieu de la nuit. Joe n'osa remuer. Sa résignation et sa patience eurent de la peine à tenir contre une pareille situation. Enfin, le jour revint. Joe se releva précipitamment, et que l'on juge du dégoût qu'il ressentit en voyant quel animal immonde avait partagé sa couche, un crapaud. Mais un crapaud de 5 pouces de large, une bête monstrueuse, repoussante, qui le regardait avec des yeux ronds. Joe sentit son cœur se soulever, et reprenant quelque force dans sa répugnance, il courut à grands pas se plonger dans les eaux du lac. Ce bain calma un peu les démangeaisons qui le torturaient, et, après avoir mâché quelques feuilles, il reprit sa route avec une obstination, un entêtement dont il ne pouvait se rendre compte. Il n'avait plus le sentiment de ses actes, et néanmoins il sentait en lui une puissance supérieure au désespoir. Cependant, une faim terrible le torturait. Son estomac, moins résigné que lui, se plaignait. Il fut obligé de serrer fortement une liane autour de son corps. Heureusement, sa soif pouvait s'étancher à chaque pas, et en se rappelant les souffrances du désert, il trouvait un bonheur relatif à ne pas subir les tourments de cet impérieux besoin. Où peut être le Victoria, se demandait-il. Le vent souffle du nord, il devrait revenir sur le lac. Sans doute M. Samuel aura procédé à une nouvelle installation pour rétablir l'équilibre. Mais la journée d'hier a dû suffire à ses travaux,
Il ne serait donc pas impossible qu'aujourd'hui, mais agissons comme si je devais jamais le revoir. Après tout, si je parvenais à gagner une des grandes villes du lac, je me trouverais dans la position des voyageurs dont mon maître nous a parlé. Pourquoi ne me tirerais-je pas d'affaires comme eux? Il y en a qui en sont revenus, que diable. Allons, courage. Or, en parlant ainsi et en marchant toujours, l'intrépide Joe tomba en pleine forêt au milieu d'un attroupement de sauvages. Il s'arrêta à temps et ne fut pas vu. Les nègres s'occupaient à empoisonner leurs flèches avec le suc de l'euphorbe, grande occupation des peuplades de ces contrées, et qui se fait avec une sorte de cérémonie solennelle. Joe, immobile, retenant son souffle, se cachait au milieu d'un fourré lorsqu'en levant les yeux, par une éclaircie du feuillage, il aperçut le Victoria lui-même, se dirigeant vers le lac à 100 pieds à peine au-dessus de lui. Impossible de se faire entendre, impossible de se faire voir. Une larme lui vint aux yeux, non de désespoir, mais de reconnaissance. Son maître était à sa recherche. Son maître ne l'abandonnait pas. Il lui fallut attendre le départ des Noirs. Il put alors quitter sa retraite et courir vers les bords du Tchad. Mais alors, le Victoria se perdait au loin dans le ciel. Joe résolut de l'attendre. Il repasserait certainement. Il repassa en effet, mais plus à l'est. Joe courut, gesticula, cria. Ce fut en vain. Un vent violent entraînait le ballon avec une irrésistible vitesse. Pour la première fois, l'énergie, l'espérance manquèrent au cœur de l'infortuné. Il se vit perdu. Il crut son maître parti sans retour. Il n'osait plus penser. Il ne voulait plus réfléchir. Comme un fou, les pieds en sang, le corps meurtri, il marcha pendant toute cette journée et une partie de la nuit. Il se traînait tantôt sur les genoux, tantôt sur les mains. Il voyait venir le moment où la force lui manquerait et où il faudrait mourir. En avançant ainsi, il finit par se trouver en face d'un marais, ou plutôt de ce qu'il sut bientôt être un marais, car la nuit était venue depuis quelques heures. Il tomba inopinément dans une boue tenace. Malgré ses efforts, malgré sa résistance désespérée, il se sentit enfoncer peu à peu au milieu de ce terrain vaseux. Quelques minutes plus tard, il en avait jusqu'à mi-corps. Voilà donc la mort, se dit-il. Et quelle mort! Il se débattit avec rage, mais ses efforts ne servaient qu'à l'ensevelir davantage. Dans cette tombe que le malheureux se creusait lui-même, pas un morceau de bois qui pût l'arrêter, pas un roseau pour le retenir. Il comprit que c'en était fait de lui. Ses yeux se fermèrent. Mon maître, à moi! S'écria-t-il. Et cette voix désespérée, isolée, étouffée déjà, se perdit dans la nuit. Fin du chapitre 35.